Donc on a ouvert notre consultation de prévention du vieillissement qui s'appelle Vieillir avec succès il y a 6 ans maintenant. C'est que les éléments de fragilité apparaissent dès 50 ans. Pour certains, pas tous, hein, sur le tableau n'est pas présent, mais ce sont les mêmes éléments de fragilité qu'on va rencontrer 20 ou 25 ans plus tard qui commencent déjà à apparaître à 50 ans. Certains troubles cognitifs qui ne sont absolument pas détectés parce que les gens n'ont pas de plainte, tout va bien, mais quand on va gratter un petit peu, on voit ces troubles cognitifs, ils sont déjà là. Mais ce qui est touché en premier, ce n'est pas les troubles de mémoire. Les troubles de mémoire, ça interpelle les gens, ils viennent consulter, ils ont peur d'avoir une maladie d'Alzheimer, mais il y a d'autres troubles qui sont plutôt des troubles relevant du lobe frontal, des troubles dits exécutifs. Les fonctions exécutives, c'est ce dont on se sert pour mettre en place des stratégies. Et on peut se poser la question de, par exemple, qu'on a du mal à programmer son chemin quand on prend la voiture, qu'on a du mal à mettre en place une stratégie quand on joue au bridge, ou je ne sais. Déjà, est-ce que c'est déjà une atteinte des fonctions exécutives? La sarcopénie, diminution de la masse et de la force musculaire. Alors, à 50 ans, on n'est pas sarcopénique, on n'a pas les deux, mais on a déjà, certains ont une diminution de la force déjà, qui est pathologique, hein, qui est en dessous des cut-offs, ou d'autres une diminution de la masse, également en dessous des cut-offs. Et bon an, mal an, ça va encore. Mais on comprend bien que 10 ans plus tard, ces gens-là, c'est les gens qui vont faire leur première chute à 70 ans. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant dans cette démarche, c'est que détecter des facteurs de fragilité en soi, ça ne sert pas à grand-chose si on ne savait pas après avoir une politique de réhabilitation extrêmement efficace, ce que l'on a. Donc ça dure assez longtemps, c'est des consultations qui durent à peu près 2 heures. Donc on va vraiment évaluer les réserves fonctionnelles de la personne. Alors fonctionnelles au sens large, ses réserves sociales, par exemple sa vie sociale. Est-ce qu'il a une vie sociale? Est-ce qu'il fait régulièrement la fête avec des amis? Est-ce qu'il s'amuse? Est-ce qu'il a des relations? Est-ce qu'il va au cinéma? Enfin toutes ces choses-là. Il va y avoir aussi l'évaluation de son environnement. Et puis après, on va se préoccuper de facteurs de fragilité plus physiques ou psychologiques. Et donc là, on va évaluer la marche, l'équilibre, la force musculaire, la continence, la nutrition, qui interfère avec tout, et tout interfère avec la nutrition. On va évaluer l'humeur, on va évaluer donc le cognitif, évaluer la douleur. En même temps, les éléments de fragilité ne sont pas fixés. Et on peut imaginer que dans l'avenir, certains paramètres apparaissent. Par exemple, aujourd'hui, on voit pas mal de publications sur l'intérêt d'avoir une vie spirituelle, une spiritualité, et en sachant que si on n'a pas de spiritualité ou de vie spirituelle, on est plus fragile que si on en a une. Je ne parle pas de croire en un Dieu, là, je parle d'avoir une vie spirituelle qu'on peut avoir même si on est agnostique. Voilà. Donc c'est un peu cette approche que l'on a lors de ces consultations. Aboutir à des recommandations générales, faut pas fumer, faut pas boire, faut pas manger gras, faut pas manger sucré, ça ne sert strictement à rien en termes de prévention. Les gens sont bassinés toute la journée avec ces messages, qui n'entendent plus, qui n'ont aucun intérêt. Donc il faut à la fin de la consultation aboutir à un plan qui soit vraiment personnalisé. Alors on fait du suivi à 6 mois ou 1 an s'il y a vraiment un problème. Sinon, le suivi, on le fait à 3 ans parce qu'on s'est aperçu que l'évolution bénéfique ou pas, ou l'aggravation n'est pas mesurable tout de suite. Donc il faut un certain temps et aujourd'hui, on le fait tous les 3 ans. Ouais. Alors les prescriptions, elles sont faites de façon très précise. C'est-à-dire qu'ils vont repartir avec une véritable ordonnance en leur disant de faire tel exercice qui leur aura été décrit ou appris. Parce qu'on a ici donc un prof d'éducation physique adapté et on a la possibilité de faire quelques séances, jusqu'à 10 séances en fait d'entraînement, de coaching pour leur apprendre à faire les choses. On a la même chose avec une diététicienne pour leur apprendre à faire des repas, des choses. Donc on les aide un peu, on les accompagne au départ s'il y a besoin, mais après bien sûr on les lâche, on ne peut pas les suivre pendant des années.
Et pour répondre plus précisément à votre question, dans notre suivi actuellement, on regarde s'ils ont suivi les préconisations, mais comme on n'est pas dans un milieu contrôlé, ils font ce qu'ils veulent, ils nous disent ce qu'ils veulent. Et on leur demande simplement s'ils ont plutôt suivi, moyennement ou pas du tout, parce qu'on n'a pas les moyens de suivre vraiment. Mais la question que vous posez est essentielle, parce que derrière ça, il y a une autre question qui est: est-ce qu'il est nécessaire de détecter la fragilité à 50 ans, ou est-ce que ça sert à rien? Est-ce que ce que l'on fait a un intérêt ou n'a pas d'intérêt? Donc on aimerait bien répondre à cette question. Nous, on pense bien sûr intuitivement que ça a un intérêt, parce que les éléments de fragilité qu'on trouve, la plupart des protocoles de réhabilitation durent 12 semaines à peu près. Bon, ça marche très très bien. Maintenant, est-ce qu'on va éviter 20 ans après qu'ils deviennent fragiles et qu'on ait ce spectacle qu'on a dans nos services de gériatrie, de gens qui sont complètement sarcopéniques, qui ont des troubles de l'équilibre, qui peuvent... Et tout ça, c'est juste de la non-utilisation. Donc tout ça, on aurait pu l'éviter. Donc voilà la question qu'on se pose en faisant cette détection à 50 ans. Mais on n'a pas la réponse à votre question. Une des choses, moi, qui m'a frappé, parce que je ne m'attendais pas à trouver ces résultats-là sur notre consultation, c'est qu'on a découvert que 30% des femmes qui venaient à notre consultation, des femmes qui sont encore actives, des infirmières, 30% étaient pré-incontinentes. Et sur ces 30%, un tiers étaient déjà tellement, elles étaient plus pré-incontinentes, elles étaient incontinentes, qu'elles portaient des protections. Donc elles étaient obligées d'avoir une protection. Vous allez à Auchan, vous allez voir ce magnifique rayon qui s'appelle incontinence. Puis à côté, c'est hygiène féminine. Moi, quand je vois ça, les bras m'en tombent. Voilà. L'incontinence est quelque chose qu'elles doivent considérer comme normal. Et le seul traitement, c'est les couches. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et l'incontinence est un des éléments de fragilité extrêmement important, parce que quand vous êtes incontinent, je parle des gens un peu plus vieux, là elles sont actives, elles mettent leur protection, mais un peu plus vieux, quand vous êtes incontinent, vous limitez vos déplacements, vous avez peur de sortir, parce que vous avez peur de vous souiller, donc vous allez devenir sarcopénique parce que vous ne sortez plus, vous limitez vos relations sociales parce que vous n'êtes pas à l'aise, parce que vous sentez mauvais, etc. etc. Enfin, il y a toute une espèce d'histoire de chasse, en fait, autour de l'incontinence. Ça, les insuffisants cardiaques, ils vont arrêter de prendre leur diurétique parce qu'ils vont... Voilà. Donc sur des points comme ça qui peuvent sembler anodins au départ, des petites choses, en fait, ça va entraîner une espèce de cercle vicieux. Voilà, c'est terrible. Vous voyez ça dans les préoccupations de notre ministre de la Santé? Absolument pas. Donc il n'y a aucune politique de prévention de la fragilité en France. D'ailleurs, il n'y a pas de politique de prévention, de façon générale. Et on peut le regretter, parce que vraiment là, on sait ce que l'on peut faire et on sait les résultats attendus. Surtout en Amérique du Nord, Canada et États-Unis, il y a une politique de prévention de la fragilité qui est portée par le ministère de la Santé, qui est accessible d'ailleurs sur Internet. On va sur le site du NIA et on voit tout ce que l'on peut faire. La population est informée, la population peut s'auto-évaluer, la population peut apprendre par des vidéos. Alors déjà, on trouve beaucoup de choses chez eux, mais ce n'est pas eux qui en ont le plus besoin. Ceux qui en ont plus besoin, c'est sûrement ceux qui ne viennent pas, en effet, c'est la population générale. Donc ce qu'il faudrait, c'est que cette politique de détection de ces personnes fragiles ou pré-fragiles soit une politique de santé en France.
Honnêtement, je ne sais pas. Les gens qui nous dirigent sont des gens qui ont fait des études, qui ont souvent fait des compléments d'études, des masters, des doctorats à l'étranger. Ils savent ce qui se fait aux États-Unis, ils savent ce qui se fait dans certains pays. Donc c'est pas, je pense pas que c'est sens. Je sais pas, j'ai pas d'explication, ou alors des explications qui pourraient laisser à penser que je suis de mauvaise foi, c'est-à-dire de penser qu'un homme politique voit ce qui est rentable à 4 ans et pas à 20 ans, des choses de cet ordre-là, mais je veux pas penser que ce soit ça. C'est pas... Mais de fait, aujourd'hui, quand on voit la production scientifique autour de la fragilité, de l'efficacité des traitements, du bénéfice en termes de coût, de santé, de qualité de vie pour les personnes, la question, elle n'est plus là. Cette question-là, elle est réglée, elle est derrière nous, on sait le bénéfice. La question, c'est plutôt quand on commence, avec qui et qui finance. Voilà, la question est là.